c'est un système tentaculaire, Wagner. Au-delà de la partie sécuritaire qu'on connaît tous, la partie militarisée qu'on connaît tous, il y a toute une espèce d'une nébuleuse qui est gérée par Concorde, qui est la holding, qui est à Saint-Pétersbourg. Et donc, il y a des activités d'influence qui sont extrêmement importantes, puis les activités économiques qui sont également extrêmement importantes, puisque vous avez une espèce de mainmise d'une partie des gens de Wagner. En tout cas, c'est pas Wagner, c'est Concorde, on va dire plutôt ça comme ça, et qui a une activité extrêmement importante en Afrique dans le domaine des matières premières, des ressources naturelles. Donc, ils ont des participations dans tous les pays qu'ils ont négocié pays par pays et métier par métier. Ce qui veut dire qu'en fait, vous avez une holding qui est à Saint-Pétersbourg qui s'appelle Concorde. Vous avez un Wagner qui est l'outil militarisé, qui n'existe pas parce qu'il n'y a pas de statut de Wagner. Puis vous avez une nébuleuse de sociétés, entre autres, qui vont gérer, je dirais, le trésor de guerre. Donc les participations dans les mines d'or, les mines de manganèse, le cuivre, le tourisme, le transport. Il y a toute une série d'activités dans lesquelles, en fait, Concorde, Prigojine a pris des parts de marché. Ça, c'est la fameuse galaxie Prigojine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, remettre la main sur Wagner, c'est remettre la main, certes, sur des milliers de mercenaires, mais c'est également beaucoup d'argent, beaucoup de sociétés. Alors c'est presque impossible en fait de reprendre la main là-dessus. Pourquoi? Parce que c'est le domaine du privé, c'est le domaine de l'entreprise. Dès lors que vous avez des participations, vous avez une société qui s'appelle Lobai Invest, qui est basée en RCA. Elle travaille dans le domaine du diamant. Et vous avez des participations locales, des Chinois, vous avez des Malgaches, vous avez toute une série de... Donc ce sont des vraies sociétés. Donc l'État russe ne peut pas préempter cette richesse. Ils peuvent préempter simplement le trésor de guerre de Prigojine lui-même. Et j'imagine que Prigojine, dans ces activités-là, on ne le voit pas apparaître directement. Il y a toute une série de ce qu'on appelle des nominis ou des proxys, donc des systèmes qui permettent en fait d'être invisibles. Donc vous avez une nébuleuse, un biotope extrêmement important qui capte je dirais des millions, alors j'allais dire des milliards, je ne connais pas les chiffres exacts, mais en tout cas, l'État russe ne peut pas préempter cette activité qui est une activité économique privée. Dans quelle mesure est-ce qu'il va tenter, malgré tout, de remettre la main sur les activités de Prigojine? Alors, ce qu'il va essayer de faire dans le premier temps, c'est ce qu'il essaie de faire depuis le mois de juillet cette année, même depuis le mois de juin, en fait, de récupérer l'outil militaire, qui était vraiment un outil qui avait complètement dépassé les limites, puisqu'en fait, l'outil militaire, ils sont allés jusqu'à globalement 50 000 hommes, ce qui est un chiffre absolument énorme. Le dernier chiffre que j'ai eu, qui était sur la chaîne Telegram de Wagner, c'était qu'il y avait, en Biélorussie, il y avait 7 500 combattants de Wagner. En Afrique, il y en avait 15 000. En Russie, il y avait 10 000 qui se préparaient, qui se formaient, qui se reposaient. Et puis, il y avait 2 000 à 3 000 qui se promenaient gauche à droite pour renforcer, etc. Donc, en fait, on était sur une base de 35 000 hommes. Ça, c'était les chiffres de tout début août. Ce qui veut dire que c'était après la décision du ministère de la Défense d'obliger les SMP, entre autres Wagner, de signer des contrats avec l'armée, donc avec l'État russe. Donc déjà sur un modèle déjà en régression. Mais 35 000, c'est un chiffre absolument considérable. Et depuis, les choses ont changé. Il y a eu donc la mort de Prigojine le 23 août. Que vont devenir les mercenaires? Certains ont déjà été intégrés à l'armée russe, c'est ça? Alors on peut diviser en 3 paquets. Un premier paquet, je dirais un bon tiers qui est déjà parti dans l'armée russe, ou en tout cas qui renforce l'armée russe. L'armée russe a besoin des combattants de Wagner. Pourquoi? Parce qu'à Bakhmout, pendant 6 mois, ils sont battus. Ils ont conquis Bakhmout indéniablement. Donc cette expérience, je dirais, du combat, cette expérience du combat avec les Ukrainiens, vraiment un combat de fantassin, un combat corps à corps, extrêmement difficile. Donc l'armée russe a besoin de ces cadres-là pour les recycler dans son armée, qui est une armée de conscrits. Donc ils ont besoin d'avoir ces cadres-là. Quel intérêt ont-ils à rejoindre l'armée russe? Alors, je dirais le prestige de les galons, parce que souvent vous avez des gens qui sont des sous-officiers ou qui sont des caporaux-chefs à ce niveau-là, on va les faire devenir lieutenant ou capitaine assez rapidement. Donc ils vont rentrer dans un système administratif qui peut convenir à quelqu'un qui a envie de faire une carrière. Mais ça veut dire qu'on leur a réservé un plutôt bon accueil. Bah oui, parce qu'ils sont des combattants. D'autant que, vous savez, Wagner, il y a toujours une espèce de consanguinité extrêmement forte entre Wagner, le système Wagner, et l'État russe. À l'origine, quand ils ont créé Wagner, en 2013, ceux qui se sont penchés sur le berceau, c'était le FSB, le GRU, l'armée et la garde nationale. Donc, si vous voulez, il y a toujours une consanguinité, il y a toujours une espèce de, de proximité évidente, si vous voulez, de capillarité, pourrait-on dire, entre Wagner et le système russe. Donc, ça s'est jamais arrêté, quelque part. Simplement, à un moment donné, Prigojine, en investissant personnellement son argent, puisqu'il a investi 125 millions de dollars lorsqu'il a créé Wagner en 2013, donc il est devenu propriétaire d'un outil qui appartenait en fait structurellement à l'État à l'origine. Alors vous disiez, il y a 3 parties. Il y a donc ceux qui ont rejoint les rangs de l'armée russe. Quels sont les autres? Il y en a notamment qui sont très amers contre le pouvoir russe après la mort de Prigojine. Alors, je crois que c'est une minorité, parce qu'en fait, ils sont un peu désœuvrés, et c'est vrai que Prigojine, on l'oublie, il avait un prestige incroyable. Pourquoi? C'est la seule autorité russe qui a été sur le front pendant 6 mois. Probablement que Prigojine était
était le seul, je dirais, encadrant russe, parce que c'est difficile de dire officier ou général, c'est pas le cas, mais il connaissait parfaitement la situation de l'armée russe. Il connaissait parfaitement la situation sur le terrain. Donc, quand il agressait, rappelez-vous, verbalement dans ses communications, je dirais, télévisées, il était hyper agressif. Pourquoi? Parce qu'il savait exactement ce qui se passait. Les milliers de morts, le manque de munitions, le manque de transport, la non-évacuation des blessés, on abandonnait les morts sur place, etc. Donc il a réagi. Et ça, c'est lui donne un prestige incroyable. D'autant que, rappelez-vous, il a créé toute une série de cimetières dans lesquels on enterrait les gens de Wagner. Donc les morts étaient respectés. Rappelez-vous, et également un point très intéressant, c'est qu'on voit que depuis quelques semaines, l'État russe est en train de raser tous les cimetières que Prigojine avait mis en œuvre, dans lesquels les gens de Wagner étaient enterrés. Ce que vous dites, c'est qu'au sein de Wagner, l'aura d'Evgeny Prigojine est totalement intacte. Elle est énorme. D'autant que, encore une fois, il en reste un tiers, parce qu'un tiers sont partis dans l'armée russe, un tiers ont quitté, sont rentrés chez eux tout simplement, faire autre chose, et puis un tiers est resté. Donc sur les 50 000 hommes, il en reste à peu près 20 000 qui sont encore des purs et durs de Wagner. Mais Wagner, c'est pas fini. C'est pas parce que concrètement Prigojine est mort que le système n'a pas fonctionné. Pourquoi? Parce qu'en fait, Prigojine a désigné un dauphin. Le dauphin s'appelle... Elizarov, Anton Elizarov, alors j'ai du mal à rater son nom, qui est quelqu'un, un vrai combattant, qui est un ancien des forces spéciales, qui a rejoint Wagner en 2015 ou 2016 en Syrie. C'est un combattant, et c'est lui aujourd'hui qui est le responsable de Wagner. Donc aujourd'hui, Wagner n'est pas mort. Les activités de Wagner en Afrique sont gérées par Elizarov. Comment va se décider justement cette succession à Prigojine? Vous dites, c'est cet homme qui va reprendre les activités? Alors, encore une fois, vous savez, Wagner n'existe pas. Wagner, c'est pas une entité comme une société. Donc, en fait, c'est une bande, c'est une structure, si vous voulez, un peu informelle, dans lequel vous avez une espèce de commandement par la violence, par la force. C'est un système assez mafieux. Mais est-ce que ça peut tenir dans le temps, ça? Oui, parce qu'en fait, le problème, tout dépend si l'État russe va les laisser. Parce que tout dépend du niveau d'acte d'allégeance que va faire le Wagner d'aujourd'hui, le nouveau Wagner, le New Wagner, par rapport à l'État russe. Pourquoi il y a un avantage de Wagner? Parce que Wagner, aujourd'hui, on voit bien que s'il y a une offensive, une contre-offensive russe, c'est pas impensable que si le front se stabilise avec les Ukrainiens, que les Russes lancent une contre-offensive dans le Nord. Quel est le discours d'Elizarov aujourd'hui, de Wagner? C'est de dire, laissez-nous faire le boulot qu'on a fait à Bakhmout. Et ça va économiser les conscrits. On voit bien que l'armée russe a un problème avec les conscrits. Ils veulent pas, si vous voulez, décider une espèce de mobilisation générale. Eux, ce qu'ils veulent, c'est au coup par coup, envoyer par tranche de 100 000 hommes. C'est vrai que Wagner, les morts de Wagner n'étaient pas comptabilisés dans les morts russes. C'était des combattants un peu mystérieux, si vous voulez, mais ils n'étaient pas... Donc ça ne concerne pas les mamans, ça ne concerne pas les papas, ça ne concerne pas les familles russes. Et c'est vrai, le rôle de Wagner, le fait d'être dans ce qu'on appelle une empreinte minimum, c'est un rôle extrêmement important. Donc encore une fois, le rôle de Wagner n'est pas un rôle qui va s'éteindre dès lors que la guerre continue. Quelles sont les relations entre cet homme désigné par Prigojine, Elizarov, et Vladimir Poutine? Alors, je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup, parce que là, on a un vrai combattant, parce que c'est lui qui a pris Soledar, par exemple. Donc, Soledar, c'est juste avant Bakhmout, donc c'est à peu près 7-8 mois. Donc, encore une fois, c'est un vrai combattant. Donc, je pense que quelqu'un comme Poutine peut se contenter d'avoir un combattant, un combattant, pour faire court, plutôt discipliné et plutôt organisé. Parce que l'outil Wagner, entre guillemets, c'est un bon outil. Encore une fois, on est bien d'accord que c'est un outil qui est considéré comme terroriste, c'est un outil comme d'une violence extrême, si vous voulez, où les droits de l'homme n'existent pas, l'histoire de la masse, etc. Encore une fois, je juge pas l'aspect droit de l'homme. Vous le disiez, on gouverne par la violence avec. Oui, c'est un système de violence inouï, c'est incroyable. Mais encore une fois, c'est la guerre, c'est une guerre absolument atroce. Vous savez, la guerre des fantassins qu'il y a actuellement, c'est des gens de 20 ans qui agonisent dans les tranchées, etc. Donc c'est une guerre absolument monstrueuse. Donc c'est le bien, le mal est extrêmement difficile à discerner. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, la Russie a clairement besoin de ce genre de structure. Elle ne peut pas s'en passer. Parce que l'outil existe, donc ils vont l'utiliser. Moscou ne peut pas se passer de Wagner aujourd'hui. Oui, ou Wagner, ou quelque chose qui ressemble à ça. C'est pour ça qu'on assiste aujourd'hui, depuis à peu près un an ou deux, à une espèce de développement des SMP russes. Il y en a à peu près une trentaine, dans tous les domaines. Gazprom, aujourd'hui, développe ses propres sociétés, finance ses propres sociétés. Alors, pour protéger les installations pétrolières, par exemple, mais pour toute une série d'autres activités. On voit un exemple que Shoigu, le ministre de la Défense, a créé lui-même Convoy Patriot, qui est sa propre SMP, si vous voulez, pour concurrencer directement Wagner. Donc on assiste depuis quelques semaines, si vous voulez, quelques mois, à une montée en puissance de ces groupes armés, de ces structures, je dirais, assez disciplinées, mais extrêmement armées, mais capables d'être utilisées sur le terrain. Ce que je veux dire, c'est que tant que la guerre en Ukraine va durer, la Russie ne peut pas se passer de ces SMP. Sociétés militaires privées. Est-ce que Wagner, on va parler des autres sociétés militaires privées bien sûr, mais sur Wagner, est-ce que l'organisation dispose aujourd'hui d'autant de moyens
que ceux qu'elle avait il y a encore quelques mois. Alors oui, elle les a encore, même si elle a rendu pas mal de munitions et d'armements à l'armée, puisque l'armée a considéré, enfin, au mois de juillet, l'armée a dit fin juillet, il y a eu un rapport qui est sorti comme quoi Wagner avait rendu 20 000 tonnes de matériel. Donc c'est des quantités colossales d'armements, de munitions. Donc concrètement, une partie de Wagner où Wagner a joué le jeu. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, si vous voulez, c'est que l'outil va être bien sûr réutilisé par la force des choses. Je ne connais pas l'avenir. Le problème de Wagner, c'est l'entité, c'était quand même Prigojine. Prigojine, c'était quand même le charismatique qui était à la tête du système. Dès lors qu'il a disparu, comment il va gérer Elizarov? Je ne sais pas comment il va gérer. Il va gérer, mais il va que gérer. Il ne va pas animer, il ne va pas construire. Et de toute façon, Elizarov n'a pas les moyens aujourd'hui de gérer la partie influence et la partie économique. Il ne peut gérer que la partie militaire. Donc on voit bien qu'il y a une espèce de déshérence sur les usines à troll, sur la partie économique, sur toute la partie qui concerne l'or, concerne le pétrole, le gaz, etc. Ça, c'est un autre sujet. Pourquoi? Parce que c'est des structures, comment dire, sont des sociétés officielles, ça. Donc on ne peut pas jouer avec. Encore une fois, Elizarov n'a pas la qualité, n'a pas la spécificité, n'a pas le métier pour gérer ça. Il va essayer de garder, si vous voulez, un Wagner bis. Mais Wagner va être noyé avec d'autres sociétés. Dans la trentaine des SMP qui est en train de monter en puissance, ils seront dans le magma, ils auront des missions, ils auront un soutien de l'État, mais ils seront totalement, je dirais, subordonnés à l'armée russe. Certaines autres sociétés militaires privées qui, comme vous l'avez dit, pullulent en Russie actuellement, sont-elles en mesure de reprendre un certain nombre des activités de Wagner, notamment les activités sur le plan économique? Alors, pas tout à fait directement, parce que encore une fois, le problème, c'est que à quoi servent ces sociétés-là? On voit bien que Gazprom a besoin d'avoir des SMP. Pourquoi? Pour protéger ses installations pétrolières. On voit bien que les gouverneurs de province ont besoin de SMP. Pourquoi? Parce qu'on est un peu dans le règne, si vous voulez, de ce qu'on appelle les seigneurs de la guerre. Donc c'est vrai que c'est important d'avoir des sociétés qui protègent le système, parce que c'est comme c'est un monde c'est un monde mafieux quelque part. Donc ils ont besoin d'avoir un système qui les protège. Donc je pense pas qu'aujourd'hui il y ait des velléités pour remplacer Wagner ex nihilo en Afrique, par exemple. Sauf s'il y a 2-3 sociétés comme Siwa Security Service ou Moran qui sont d'ores et déjà en Afrique. Vous savez qu'à l'origine, en 2018, quand Wagner est monté en puissance en RCA, République centrafricaine, c'est pas Wagner qui a été en premier. La boîte s'appelait Siwa Security Service, triple S. Donc on voit bien que vous avez cette nébuleuse qui préexiste, qui existe toujours et qui est extrêmement active. Donc il suffit de l'animer tout simplement. Donc Wagner n'était simplement qu'une excroissance d'un système qui se développait assez général, sachant que Wagner lui-même avait été créé sur sur les débris d'une autre société qui s'appelait Slavonic Corporation. Et Utkin était lui-même un des directeurs de Slavonic. Donc on voit bien qu'il y a une espèce d'imbrication entre les SMP, entre le pouvoir, entre les flux d'argent et entre les activités économiques et les activités militaires. Donc c'est très compliqué. Et ça ne peut pas se déliter en 3 minutes. Ça se déconstruit, mais progressivement, éventuellement. Est-ce que malgré tout, l'aventure, entre guillemets, de Prigojine à la tête de Wagner peut avoir donné des idées, peut à certains autres oligarques qui peuvent se voir pousser des ailes et avoir le désir de mener le même type d'aventure? Alors oui, mais plus que ça. Je pense qu'évidemment, il y a un vrai besoin. Mais pourquoi? Parce qu'il y a la guerre en Ukraine. Et la guerre en Ukraine, si vous voulez, ça tue des hommes. Et il est encore une fois, l'outil combattant est nécessaire. Et l'armée russe, aujourd'hui, ne peut pas se passer de l'outil combattant, quel qu'il soit, que ce soit une SMP ou soit une armée. Donc tout ce qui peut se développer et qui renforce la sécurité, c'est bien. Le deuxième point qui est très important, c'est que Poutine est assez satisfait de tout ça. C'est plutôt intéressant. Il voit d'un bon oeil tout ça. C'est oui, qui pullule. Oui, déjà à l'origine, Wagner, c'est lui qui l'a pas sponsorisé, mais qui l'a concrètement aidé, qui l'a financé en partie. Il considère, Poutine a accrédité l'idée selon laquelle il avait dépensé $1 milliard pour financer Wagner, ce qui est une somme absolument énorme. Donc on voit bien qu'il y a une espèce d'envie. Donc en fait, les SMP, tous ces seigneurs de la guerre, parce que c'est ça qui apparaît aujourd'hui en Russie, en fait font plaisir à Poutine en développant des outils militaires. C'est ce qu'a fait Kadyrov avec les Tchétchènes. Où il dit voilà, moi j'ai 10 000 hommes, je vous les prête, je vous les donne. On est sur un modèle vraiment moyenâgeux, totalement médiéval, qui est incroyable. Et c'est vrai que l'État russe aujourd'hui perd en substance. C'est pour ça que Shoigu veut résister. C'est pour ça que l'armée russe, elle résiste. Parce qu'elle voit bien qu'elle perd des parts de marché, elle perd du prestige et elle perd des missions. On a parlé de l'Ukraine. Un autre terrain également sur lequel Wagner s'est largement déployé ces dernières années, c'est l'Afrique. Et là aussi, c'est très stratégique pour Moscou. Comment vont réagir les dirigeants africains à la mort de Prigojine? Est-ce qu'ils vont forcément appeler Wagner à la rescousse maintenant que son chef a été décapité? Alors c'est encore une fois une très bonne question. Pourquoi? Parce que c'est vrai que la mort de Prigojine, à la fin du mois d'août, a été un ébranlement dans les systèmes africains. Principalement les pays qui avaient fait appel à eux. La RCA, la République centrafricaine, le Mali probablement, le Soudan, la Libye. Il y avait un vrai questionnement sur quelle était la suite. Et ça, ce sont des pays qui aujourd'hui ne peuvent pas se passer de la Russie.
et ni de Wagner d'ailleurs. Donc on voit qu'il y a un double problème. C'est que, l'État russe en tant que tel, l'administration russe, le ministère de la Défense et les Affaires étrangères ont été tout de suite en Afrique et ont fait le tour de toute l'Afrique avec Lavrov principalement. Mais ils ont été au Soudan, ils ont été au Mali, etc. D'ailleurs, une partie de la colère de Prigojine lorsqu'il était en Afrique, c'est le reportage que vous avez montré en introduction, qui est très intéressant. C'est qu'il a découvert que, en fait, l'État russe avait demandé aux États africains de ne pas favoriser le déplacement de Prigojine en Afrique. Il a réalisé que son avion, il ne peut pas se poser, non d'autorisation de se poser, ni même de décoller. Et donc, il était très en colère. Et donc, au lieu de rester un mois en Afrique, ce qu'il voulait faire, il est resté qu'une seule semaine. Il est rentré et là, il s'est fait assassiner, si vous voulez, sur le transfert entre Moscou et Saint-Pétersbourg. Donc, on voit bien que l'État russe cherche à récupérer la mainmise. C'est un outil politique, Wagner, il ne faut pas l'oublier. Donc, encore une fois, l'État russe a besoin de cet outil politique qui permet deux choses. Un, l'empreinte minimum. C'est que c'est pas l'armée russe qui est visible, et deux, ce qu'on appelle le déni plausible. C'est qu'en fait, s'il y a un problème, c'est pas moi. Si ça marche, c'est moi, je le dirai pas, et si ça marche pas, ben c'est pas moi. Donc c'est vrai que c'est extrêmement intéressant en termes de visibilité, en termes de présence. Donc si vous voulez, l'État russe va chercher à développer encore une fois, sur les problématiques que la France peut avoir dans les pays francophones, mais va développer au travers de structures comme Wagner, et bien évidemment, va chercher à développer toute cette partie économique qui est fondamentale, puisque ce sont des parts de marché, c'est une présence politique. Rappelez-vous, encore une fois, la France, à l'époque, quand on avait, entre guillemets, l'Afrique francophone qui votait pour nous aux Nations Unies, c'était 30 voix garanties. Aujourd'hui, les Russes cherchent à faire ça aussi. Et certaines sociétés militaires privées seraient déjà en train de recruter pour reprendre un certain nombre d'activités en Afrique. Est-ce qu'elles ont, selon vous, les mêmes capacités, suffisamment en tout cas de capacités humaines, logistiques, matérielles, et est-ce qu'elles auraient les mêmes intérêts que Wagner ? Alors, les mêmes intérêts, absolument, ça c'est certain, ils vont tous essayer de faire la même chose. Encore une fois, je pense que l'État russe prend les affaires en main. Alors, ils vont servir de Wagner parce qu'ils ne vont pas casser l'outil qui préexiste, il n'y a aucune raison qu'ils le fassent. Mais bien évidemment, ils vont créer une concurrence. Concrètement, c'est l'État russe qui va gérer. Mais vous savez déjà, maintenant en RCA, en République centrafricaine, à Bangui, on voit très bien que Wagner était un outil opérationnel. Mais dans les rouages du pouvoir en République centrafricaine, vous aviez déjà des fonctionnaires russes qui étaient présents au ministère de la Défense, à la présidence, à la primature, etc. Donc, si vous voulez, cette espèce d'imbrication, cette consanguinité qui existe entre Wagner et l'État russe, elle existe. Elle ne va pas s'arrêter. Donc encore une fois, on voit bien que l'État russe va chercher encore une fois à contrôler davantage le développement de ces SMP. Ça s'appellera Wagner, ça s'appellera Moran, ça s'appellera Enoch, tout ce que vous voulez, mais on voit bien que cet outil est devenu absolument indispensable à l'influence russe tout simplement.